En juin 2019, une première vidéo a été consacrée à divers revirements de jurisprudence auxquels a donné lieu le contentieux judiciaire du projet d'édification des tours Hermitage à La Défense, au lieu et place de la résidence des damiers constituée du damier de Bretagne et du damier d'Anjou. Ce litige, très sensible, oppose certains locataires au promoteur immobilier en charge de l'opération, ainsi qu'à l'organisme social, bailleur social, qui est devenu propriétaire des appartements pour les avoir acquis en cours de bail auprès du propriétaire précédent, bailleur privé. Ces locataires, qui ont été expulsés ou seraient sur le point de l'être, mènent depuis des années un combat titanesque afin que soit judiciairement reconnue l'illégalité des expulsions mises en œuvre à leur encontre et qu'ainsi soit ordonnée leur réintégration dans les lieux loués. Or, durant ces 2 dernières années, de nouvelles décisions ont été rendues qui, de par leur caractère là encore inédit, justifient de vous faire partager l'intérêt majeur qu'elles suscitent. Par 6 arrêts du 28 mai 2020, la Cour de cassation a eu à statuer sur la législation applicable aux rapports locatifs en cause et donc aux expulsions, alors que les appartements initialement donnés à bail par un bailleur privé dans le cadre de la législation de droit commun ont été cédés en cours de bail à un bailleur social. Dans un premier temps, la Cour de cassation a considéré que, faute pour le bailleur d'avoir donné congé au locataire dans les 6 mois précédant l'expiration du bail, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 sur les baux de droit commun, les baux avaient été tacitement reconduits conformément à l'article 10 de cette loi. Ceci renvoie à un arrêt de principe de la Cour de cassation du 18 février 2009. La tacite reconduction étant ainsi acquise, restait à la haute juridiction de déterminer la législation applicable aux baux reconduits. L'enjeu pour les locataires est crucial. Selon que la législation applicable aux expulsions est la législation de droit commun ou la législation HLM, les expulsions mises en œuvre sont illégales ou légales. Au terme de ces 6 arrêts du 28 mai 2020, la Cour de cassation a considéré que la législation applicable était la législation HLM et qu'en conséquence, les expulsions étaient légales. Or, ces 6 arrêts ne laissent pas de surprendre. Sans motivation particulière, ils rompent en effet radicalement avec le droit positif, jusqu'alors fermement ancré. La Cour de cassation a statué en ces termes. Les baux reconduits étant de nouveaux baux, ceux-ci ne peuvent, lors de leur reconduction, demeurer régis par les dispositions de droit commun des baux d'habitation auxquels ils étaient initialement soumis. Il a toujours été posé le principe qu'un contrat tacitement reconduit donnait lieu à un nouveau contrat. Il n'y a donc rien d'inédit lorsque la Cour de cassation considère que des baux tacitement reconduits sont de nouveaux baux. Là où la Cour de cassation prend en revanche et contre toute attente un virage à 180 degrés, c'est lorsqu'elle considère que parce qu'il s'agit de contrats nouveaux, les baux tacitement reconduits seraient de droit soumis à la législation du nouveau bailleur, en l'occurrence la législation HLM, et non pas à la législation de droit commun à laquelle étaient soumis les baux d'origine. Il s'agit en premier lieu d'une rupture totale avec plus de 50 années d'une jurisprudence constante posée par un arrêt de principe de la Cour de cassation du 27 avril 1964 qui dispose « Il est de principe que les parties demeurent liées par les stipulations du contrat originaire lorsqu'elles en poursuivent l'exécution par tacite reconduction au-delà du terme convenu. » Cette césure de la Cour de cassation avec sa propre jurisprudence s'avère d'autant plus surprenante qu'elle est au demeurant en contrariété avec une disposition légale insérée depuis 2016 dans le Code civil, à savoir l'article 1215 qui renvoie à l'article 1214. Article 1214, le contrat à durée déterminée peut être renouvelé par l'effet de la loi ou par l'accord des parties. Le renouvellement donne naissance à un nouveau contrat dont le contenu est identique au précédent, dont la durée est indéterminée. Et l'article 1215 du Code civil d'ajouter, lorsqu'à l'expiration du terme d'un contrat conclu à durée déterminée, les contractants continuent d'en exécuter les obligations, il y a tacite reconduction, celle-ci produit les mêmes effets que le renouvellement du contrat. En d'autres termes, le bail tacitement reconduit est un nouveau contrat identique au précédent dont il reprend les termes. On dit qu'il emprunte les charges et conditions du bail précédent, ce qui inclut bien évidemment la législation y applicable. Pour échapper à la reconduction de la législation de droit commun, il appartenait au bailleur social de donner congé au moins 6 mois avant l'expiration des baux. Or, à aucun moment, le bailleur social n'a fait délivrer congé à l'encontre des locataires.
Il en résulte que les baux tacitement reconduits auraient dû être considérés comme étant soumis à la législation de droit commun d'origine et non pas à la législation HLM du nouveau bailleur. Or, tel n'est pas le cas, et cela soulève une problématique majeure au plan constitutionnel. Depuis 2010, l'article 61.1 de la Constitution permet à tout justiciable de contester devant le juge en charge de son litige la constitutionnalité d'une disposition légale dans le cadre de ce que l'on appelle une question prioritaire de constitutionnalité, dès lors que cette disposition légale porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. Depuis lors, et grâce à la jurisprudence du Conseil constitutionnel posée depuis une décision du 6 octobre 2010, la question prioritaire de constitutionnalité peut également porter sur l'interprétation faite d'une disposition légale par une juridiction. Je cite, « En posant une question prioritaire de constitutionnalité, tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à cette disposition. » Précisément, se pose en l'espèce la constitutionnalité de l'interprétation qu'a faite la Cour de cassation dans ses arrêts du 28 mai 2020, non seulement de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 qui régit les rapports locatifs de droit commun, mais également son interprétation au regard de sa jurisprudence constante depuis son arrêt de principe du 27 avril 1964 et au regard de l'article 1215 du Code civil. En ayant considéré qu'à l'expiration des baux initiaux, la législation applicable était automatiquement la législation HLM, c'est-à-dire la législation dont relevait le nouveau bailleur, et non pas la législation de droit commun applicable aux baux d'origine, on peut en effet légitimement s'interroger quant à la constitutionnalité de cette position au regard de certains principes constitutionnels ou de valeurs constitutionnelles que sont la liberté contractuelle, le droit au respect des contrats en cours, le droit au maintien des droits acquis et des situations nées de contrats légalement conclus, la sécurité juridique, la clarté et l'intelligibilité de la loi, le droit au respect de la confiance et de l'attente légitime. Principes garantis par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. C'est dans ces conditions que les locataires concernés ont déposé une question prioritaire de constitutionnalité dans le cadre d'une instance en cours pendante devant une juridiction d'appel. La procédure est la suivante. Il n'existe pas de saisine directe par le justiciable du Conseil constitutionnel. Celui-ci doit passer par deux filtres. Tout d'abord, il appartient à la juridiction saisie de décider sans délai de transmettre ou non la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation. Et celle-ci, le cas échéant, dispose de 3 mois pour décider à son tour de transmettre ou non la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. Au cas d'espèce, la Cour d'appel a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation, non sans confirmer au fond l'application de la législation HLM aux rapports locatifs en cause. Un pourvoi en cassation a été formé tant au fond que du chef de la question prioritaire de constitutionnalité qui a ainsi été réitéré. La Cour de cassation dispose depuis fin mai 2021 d'un délai de 3 mois pour décider de transmettre ou non la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. La situation procédurale s'avère à cet égard singulière. La Cour de cassation se trouve en effet investie de la double qualité, d'une part, de juge filtrant et d'autre part, de juge ayant procédé à l'interprétation judiciaire critiquée au plan constitutionnel. Dès lors, de deux choses l'une. Soit la Cour de cassation adhère à l'interprétation retenue par certains de ses conseillers, auquel cas elle aurait le plus grand intérêt à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel afin de voir consacrer le bien fondé de l'interprétation discutée. Soit la Cour de cassation éprouve à l'inverse quelques réserves quant à l'interprétation retenue, et l'on ne doute pas qu'elle fera le choix, en totale transparence et objectivité, de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, soucieuse au demeurant d'écarter toute éventuelle critique d'un filtrage autoprotecteur. Nous serons fixés dans les toutes prochaines semaines. Par un récent jugement du 18 décembre 2020, l'une des dernières familles résidentes au Damier d'Anjou a fait l'objet d'une décision d'expulsion,
tout comme précédemment les locataires du damier de Bretagne. L'expulsion a été ordonnée en application de la législation HLM au motif que les locataires avaient signé un bail PLI financé par un prêt locatif intermédiaire souscrit par le bailleur social, que leur avait imposé ce dernier en substitution du bail de droit commun qu'ils avaient précédemment signé avec leurs propriétaires de droit privé. Ce bail PLI a paru affecté d'irrégularités telles qu'il fut sollicité du tribunal de prononcer son inexistence même et en conséquence de rejeter la demande d'expulsion. Le tribunal rejeta cette demande de prononcer de l'inexistence du bail PLI au double motif qu'il aurait lui-même déjà tranché cette question et qu'au surplus, les juges du fond et la Cour de cassation l'auraient à leur tour tranché pour d'autres locataires dans les fameux arrêts du 28 mai 2020. Or, une telle analyse ne résiste ni aux faits ni au droit. En premier lieu, tant l'inexistence que la nullité du bail PLI n'avait en effet jusqu'alors jamais été soulevée, comme en atteste l'intégralité des actes précédemment établis dans l'intérêt des locataires concernés. On se trouve donc en présence de l'autorité de chose jugée d'une chose jamais jugée. En second lieu, on perçoit mal comment des décisions rendues pour d'autres locataires, en l'occurrence les locataires du damier de Bretagne, pourraient emporter une autorité de chose jugée à l'encontre des locataires concernés résidant au damier d'Anjou. L'article 1351 du Code civil pose en effet, parmi les conditions requises de l'autorité de chose jugée, que la demande soit entre les mêmes parties. Il est d'autant plus regrettable que la question de l'inexistence du bail PLI ait ainsi été éludée, que l'un des moyens développés au fond n'a en conséquence pas été examiné. Ce moyen repose sur le fait que le bail initial est assorti d'un avenant, dont il est précisé qu'il fait partie intégrante du bail, avenant qui autorise le mari à exercer sa profession dans les lieux loués, à savoir une activité médicale libérale. Le mari avait d'ailleurs racheté la patientèle auprès du précédent locataire. Or, l'existence de cet avenant constitue un obstacle juridique dirimant à la conclusion d'un bail PLI en substitution du bail d'origine de droit commun. En effet, un bail PLI est nécessairement un bail d'habitation, exclusif de tout exercice d'une activité professionnelle, a fortiori libérale, dans les lieux loués. Ceci est d'ailleurs expressément prévu dans le bail PLI en cause. Il a donc été interjeté appel de cette décision du 18 décembre 2020. Avec une particulière célérité, l'affaire a d'ores et déjà été fixée pour être plaidée, fin juin 2021, soit une fixation en moins de 6 mois. Peut-être cette procédure accélérée trouve-t-elle sa cause dans le récent protocole d'accord transactionnel dont la presse s'est fait l'écho, conclu le 26 mars 2021 entre l'établissement public Paris La Défense et le groupe Hermitage pour tenter de relancer le projet des tours. On remarquera cependant qu'il s'agit là d'une urgence toute relative. Il est en effet rapporté que ce protocole prévoit une signature des promesses de vente d'ici le 31 décembre 2021 et la signature des actes d'acquisition d'ici le 31 décembre 2023 seulement. Ceci laisse donc planer pour plusieurs années encore une vive incertitude quant au financement de l'opération, au budget initial de 3 milliards d'euros à réactualiser, et donc quant à la viabilité même du projet et son sérieux. Qu'adviendra-t-il si les expulsions ordonnées et les demandes de réintégration dans les lieux loués rejetées s'avéraient finalement avoir été judiciairement décidées pour un projet chimérique ? Toute procédure d'expulsion suppose la signification par huissier de justice, à la demande du bailleur à l'encontre des locataires, de 3 actes successifs. Un commandement de quitter les lieux, un procès-verbal de tentative d'expulsion et un procès-verbal d'expulsion. S'agissant d'actes d'huissier de justice, ces actes doivent répondre aux exigences posées par le décret du 31 décembre 1969 portant application à la profession des huissiers de justice de la loi du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles. Ce décret distingue en son article 1 entre les sociétés titulaires d'un office d'huissier de justice et les sociétés d'huissier de justice où là ce n'est pas la société qui est titulaire de l'office, mais chacun de ses membres associés qui est titulaire à titre personnel de son propre office. Les actes en cause ne précisent rien à cet égard, ce qui est déjà en soi une anomalie juridique. Mais il ressort de l'extrait cabis de la société qu'il s'agit d'une société civile professionnelle constituée
pour l'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice. En l'absence de toute autre mention, ceci signifie que la SCP est une société d'huissier de justice qui n'est pas titulaire de l'office d'huissier de justice, mais dont chacun des membres associés est titulaire à titre personnel de son propre office. Or, il apparaît que certains des actes ont été délivrés par un huissier de justice salarié sans que soit précisée l'identité de l'employeur, la SCP ou l'un de ses membres associés, titulaire à titre personnel d'un office. La Cour d'appel a estimé que les actes n'en étaient pas moins légaux, au motif qu'il n'était pas démontré que l'huissier de justice salarié n'était pas lié à la société d'huissier de justice par un contrat de travail. Outre le fait que la Cour d'appel procède là à un renversement de la charge de la preuve, cette analyse s'avère en totale contrariété avec l'article 4 du décret du 25 juillet 2011 relatif aux huissiers de justice salariés. Cette disposition énonce : dans tous les actes, exploits et procès-verbaux, l'huissier de justice salarié doit indiquer son titre d'huissier et la dénomination de la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce. En premier lieu, il n'a été dégagé aucune conséquence de droit du fait que, contrairement aux exigences de l'article 4 du décret du 25 juillet 2011, l'huissier de justice salarié n'a pas précisé dans les actes la personne physique ou morale titulaire de l'office au sein duquel il exerce son activité. Or, une telle absence d'identification de l'huissier de justice pour lequel l'huissier de justice salarié est intervenu touche à la représentation et constitue non pas un vice de forme qui requerrait la preuve d'un grief, comme l'a retenu la Cour d'appel, mais une irrégularité de fond qui aurait dû être sanctionnée en tant que telle par la nullité des actes, conformément au droit positif. En second lieu, en affirmant que l'huissier de justice salarié serait lié par un contrat de travail à la société d'huissier de justice, faute pour les locataires d'en rapporter la preuve contraire, la Cour d'appel se heurte une deuxième fois à l'article 4 du décret du 25 juillet 2011. Il résulte en effet de cette disposition qu'un huissier de justice salarié ne peut instrumenter qu'au nom d'une personne physique ou morale titulaire de l'office d'huissier de justice au sein duquel il exerce. Or, si en l'espèce la SCP, comme toute société civile professionnelle, a comme objet l'exercice en commun par ses membres de la profession d'huissier de justice, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une société d'huissiers non titulaire d'un office dont chacun des membres est titulaire de son propre office. Aussi est-il surprenant, au regard de l'article 4 du décret du 25 juillet 2011, que la Cour d'appel ait considéré que l'huissier de justice salarié était lié par un contrat de travail à la société d'huissier de justice, alors que cette dernière n'est titulaire d'aucun office et qu'elle ne peut donc être l'employeur de l'huissier de justice salarié. L'huissier de justice salarié, qui peut très bien être salarié de chacun des membres associés de la SCP pour une durée déterminée du temps de travail réparti, aurait dû faire figurer dans les actes l'identité de l'huissier de justice pour lequel il instrumentait. En d'autres termes, la personne physique ou morale titulaire de l'office qui est son employeur. Tel n'est pas le cas. Il appartient désormais à la Cour de cassation, saisie de ces questions, de décider du sort à réserver dans notre système de droit à cette interprétation singulière du statut légal des huissiers de justice. Au terme de plus de 15 années d'un combat judiciaire très rude, nous abordons enfin la dernière étape cruciale. Les derniers recours doivent être examinés de façon imminente et leur issue apportera l'éclairage attendu quant aux décisions inédites qui viennent d'être exposées. Malgré toutes les vicissitudes rencontrées, notre combativité demeure intacte et notre certitude de voir triompher l'état de droit s'en trouve renforcée. Il est vrai que la cause défendue, au-delà de celle des parties concernées, s'avère emblématique. Elle répond en effet plus que jamais à la quête profonde des citoyens pour une justice protectrice des droits essentiels des plus faibles et donc garante d'une société civilisée dont elle constitue l'un des socles fondamentaux. Puisse ce dossier contribuer à combler cette quête d'une justice sacralisée.